Merci beaucoup pour cette invitation, puis merci à vous d'être là. Alors effectivement, je vais vous parler d'un ouvrage qui s'appelle Hikikomori, une expérience de confinement, qui est paru récemment en mars 2021. Il s'agit d'un ouvrage collectif pluridisciplinaire, pas les recherches les plus faciles à mener, qui rassemble des auteurs en sociologie, anthropologie, psychologie, psychiatrie et psychanalyse. Alors, hikikomori, je suis sûre que vous l'avez deviné, c'est un terme japonais qui signifie se cloîtrer, s'enfermer, reculer. Il désigne un retrait à domicile d'adolescents et jeunes adultes apparu dans les années 90 au Japon. C'est une forme de confinement, un autoconfinement, on pourrait dire, qui semble décidé par les jeunes eux-mêmes et non un confinement qui leur serait imposé, décidé par la puissance publique, mais je reviendrai sur cette distinction qui mérite d'être nuancée. Alors, voici comment le ministère de la Santé au Japon définit le hikikomori en 2010. Le hikikomori est un phénomène psychosociologique dont les traits caractéristiques sont le retrait des activités sociales, le fait de rester à la maison quasiment toute la journée pour plus de 6 mois, et le fait qu'il apparaisse chez des enfants, adolescents et adultes de moins de 30 ans. Voici une définition plus récente, 2014, toujours du ministère de la Santé au Japon. Bien que le hikikomori se définisse comme un état non psychotique, il est préférable de penser que les patients avec schizophrénie puissent être inclus dans la catégorie de hikikomori jusqu'à ce qu'ils reçoivent le diagnostic de psychose. Alors vous remarquez d'abord que ces deux définitions sont relativement différentes et que ces définitions ne statuent pas du tout sur la cause, sur la causalité, l'origine du retrait social, et que la définition, les deux d'ailleurs, exclut tout en laissant très largement ouverte la question d'un diagnostic psychiatrique. Il s'agit en fait de définitions phénoménologiques. Elles décrivent une conduite. Et dans la version de 2014, il n'existe plus de borne en termes d'âge. J'y reviendrai parce que les hikikomori au Japon, en fait, ils vieillissent. Alors, je vais quand même vous donner une définition plus psychopathologique qui provient d'un article de 2020 écrit par 3 psychiatres dans World Psychiatry. Voilà comment ils définissent le hikikomori. Une forme de retrait social pathologique ou d'isolement social dont la caractéristique essentielle est l'isolement physique au domicile. La personne, pour être catégorisée hikikomori, doit répondre aux critères suivants. Il y en a 3. Isolement social marqué à son domicile, durée d'isolement social continu d'au moins 6 mois. Bon, ça c'est un critère qui était déjà dans la définition du ministère de la Santé japonais. Et 3e critère, déficience fonctionnelle importante ou détresse associée à l'isolement social. Donc on voit qu'il y a la question de la souffrance, de la détresse qui est importante pour pouvoir dire que quelqu'un est hikikomori. C'est vrai que si quelqu'un se retire à domicile mais qu'il le vit bien, bon, c'est un autre phénomène. Alors, pour vous donner une idée de l'ampleur du phénomène, je vous donne quelques chiffres. Au Japon, environ, alors les chiffres c'est toujours très compliqué et pas toujours simple de les produire, donc environ 500 000, 600 000 personnes seraient concernées d'après une étude locale, soit 1,5% des 15-39 ans. Mais ce chiffre est discuté. Les autorités japonaises, elles, ont tendance à avancer, ont avancé en 2016 le chiffre d'1 million. Il s'agit d'hommes dans 65 à 80% des cas. Le Japon, pour vous donner une idée de grandeur, compte environ 126 millions d'habitants, soit à peu près le double de la population française de métropole. En France, pour vous donner des ordres de grandeur, les jeunes qu'on dit invisibles, c'est une catégorie de la sociologie, c'est-à-dire sortis sans diplôme des études, qui ont du mal à s'intégrer, qui ne sont pas reconnus ou inscrits institutionnellement quelque part, sont environ 800 000 pour la métropole, soit 7% des 15-29 ans. Ce n'est pas tous des hikikomori, mais ça donne quand même une idée qu'il y a une partie de la jeunesse qu'on n'arrive pas à repérer, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle fait et où elle se situe. Pour vous donner une idée de l'atmosphère du phénomène, voici la description rapide de 2 hikikomori, un français et un japonais.
Alors, Francis, c'est vraiment un portrait rapide, hein, c'est pour vous donner un peu une atmosphère. Francis vit en France, il est issu d'une famille de la classe supérieure. Après une dispute avec sa mère, qui veut toujours avoir raison, il part sur un coup de tête vivre chez son père, les parents sont divorcés, qui a réussi une grande école prestigieuse et occupe un poste important. Le moment tombe mal, Francis vient de finir un premier cycle d'études et ne sait pas comment poursuivre après ce premier cycle. À partir de là, à partir de ce déménagement chez son père, il arrête tout, ne maintenant que des relations amicales épisodiques. Il passe son temps dans sa chambre, surfe sur les écrans, continue à s'intéresser à la politique. Son retrait va durer 4 ans, de ses 20 à 24 ans. Sa belle-mère s'inquiète, me contacte à la suite d'un colloque. Je le rencontre avec une collègue anthropologue à plusieurs reprises pour des entretiens biographiques de recherche. Il sera pris en charge d'un point de vue psychothérapeutique dans le cadre d'une association et finalement il va sortir de son retrait avec une solution à sa façon que je donne parce que je la trouve assez étonnante. Il a un emploi alimentaire et une activité bénévole de community manager dans le monde de la création vidéo. Donc une activité pour laquelle il crée des liens. Exemple japonais. À 19 ans, Mao, jeune japonais, rate l'examen d'entrée de l'université qu'il convoitait et trouve ennuyeux les cours de l'université qu'il accepte, une université qu'il estime de second choix. Il arrête donc de s'y rendre à ces cours. Lors de son retrait, il suit les infos sur Internet, regarde la télévision. Son retrait est relatif puisqu'il sort pour des cours de gym et pour aller à la librairie. Il passe beaucoup de temps à ses soins corporels. Il souffre d'une obésité modérée dont il ne dit rien. Il vit avec ses parents, classe moyenne. Son père est salarié dans une grande entreprise. Sa mère travaille à temps partiel. Mao participe aux tâches ménagères. Il a un grand frère qui travaille, une petite sœur étudiante, mais tous deux sont partis du foyer familial. C'est donc le dernier à y rester. Son retrait dure depuis 6 ans, au moment où nous le rencontrons dans le cadre d'une consultation avec un collègue psychiatre japonais. Il nous fait part de ses projets, suivre une équipe de foot, s'acheter une console de jeu, un vélo. Il ne semble pas vraiment inquiet et il ne parle pas de sortir de sa situation. Vous voyez, ces 2 rapides portraits, je les donne parce que ça se différencie quand même du portrait du hikikomori un peu extrême qu'on peut voir dans certains médias, par exemple dans le film Tokyo de 2008, où le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho, celui qui a fait le film Parasite, qui a eu beaucoup de succès, à l'époque, dans ce film, il décrit un hikikomori complètement isolé, qui vit entouré de ses cartons de pizza qui se fait livrer à domicile. Là, c'est un portrait qui est un peu extrême et en fait, le retrait est parfois plus relatif qu'il n'y paraît. La recherche hikikomori a démarré au début des années 2010, donc effectivement, ça fait 10 ans. Les temps de la recherche, c'est souvent des temps longs, quand des chercheurs japonais, donc une équipe constituée de psychiatres, psychanalystes et anthropologues, ont contacté Pierre-Henri Castel, qui est un philosophe des sciences et un psychanalyste, qui était alors directeur adjoint de mon labo de recherche, le CERMES 3. Ces chercheurs japonais se démarquaient d'une explication culturelle du phénomène de retrait à domicile, connu déjà depuis quelques décennies dans leur pays, et considéré par certains, mais donc pas par eux, comme une spécificité japonaise. Ils refusaient de voir dans cette conduite un phénomène qui aurait été typiquement japonais, un culture bound syndrome. En effet, au Japon, un courant culturel qu'on appelle les nippologies, alors au Japon, Nihon Jiron ou Nihon Bunkaron, c'est littéralement le discours sur les Japonais, ce qu'on a traduit en nippologie en français, se développe après la Seconde Guerre mondiale et promeut un essentialisme culturel. Le Japon est décrit comme un pays à part, singulier dans ses nippologies, un pays unique qui se démarque des autres, en particulier l'Occident et en particulier des États-Unis. Donc je vous rappelle que les États-Unis étaient vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, vous n'avez pas oublié, mais qui est aussi force occupante du Japon
de 1945 à 1952. Ce courant culturel nourrit une forme de nationalisme japonais. Alors le hikikomori, qui n'est pas du tout perçu positivement au Japon, joue ici le rôle d'un miroir inversé. Il permet de mettre en valeur les particularités des liens entre individus japonais, modelés par une tradition confucéenne de droits et de devoirs mutuels, dans une société où la bonne intégration au groupe est essentielle à l'adaptation sociale. Le hikikomori est celui qui ne parvient pas à cette bonne intégration, faute de ressources personnelles et familiales, enfin du moins c'est comme ça que c'est lu par certains. Il dessine en creux une société traversée par des difficultés du rapport à autrui. Les nippologies favorisent l'idée d'un psychisme japonais spécifique, un psychisme intensivement travaillé par la question des relations sociales. Alors, ceci est illustré dès les années 30, donc avant même la Seconde Guerre mondiale, par le diagnostic psychiatrique connu sous le nom de Taijin Kyofusho, ou phobie interpersonnelle, qui a été mise à jour et nommée comme telle par un psychiatre qui s'appelle Shoma Morita. Rencontre des patients qui se plaignent de rougissements incontrôlables en public. Propose de penser un trouble de phobie interpersonnelle, qu'il appelle aussi phobie de la honte. Il s'agit de rougissements consécutifs à un sentiment de honte ressenti lors de relations sociales, et plus précisément la honte de ressentir de la honte en public. Alors ce trouble est interprété par les psychiatres japonais comme une névrose japonaise, ce qui conduira dans les années 90 à son inclusion dans le DSM, un manuel diagnostique et statistique, je suppose que vous connaissez si vous êtes dans le soin des troubles mentaux, le manuel des troubles mentaux. Et il va être donc, cette phobie interpersonnelle, elle va être intégrée en tant que culture-bound syndrome, syndrome lié à la culture dans le DSM-4, puis comme un cultural concept of distress, c'est-à-dire un concept de détresse culturellement fixé, défini dans le DSM-5. Les élèves de Morita relient cette phobie à une peur d'être exclus des relations sociales, qui constituerait une angoisse banale chez les Japonais, et dont cette phobie interpersonnelle ne serait qu'une forme amplifiée. L'idée est que les Japonais sont pris, pour le meilleur et pour le pire, dans le seiken, littéralement espace du monde. Alors le seiken, c'est un terme qui n'est pas facile à traduire, parce qu'il peut signifier aussi bien le monde, la société, la communauté, l'opinion publique, le groupe. Il reflète en fait une forme de dynamique et d'ordre qui se met en place dès que des Japonais se regroupent. C'est un terme très ancien. Le mot figure dans le recueil des 10 000 feuilles, une anthologie poétique compilée vers 760, en particulier dans un poème où il est question d'un dialogue entre deux pauvres, dont l'un déclare « La vie en ce monde », donc c'est le même seiken, « La vie en ce monde est pénible ». Mais je ne puis le fuir en volant, car je ne suis pas oiseau. Il n'y a pas de porte de sortie, il faut vivre dans ce monde-là. Les Japonais d'aujourd'hui sont encore liés par les règles complexes du seiken, dont nous pouvons donner l'exemple par l'attitude, je vais vous donner deux exemples. Par leur attitude après le terrorisme-séisme du 11 mars 2011, d'une magnitude record de 9, qui généra un violent tsunami sur les côtes nord-est du pays. Les vagues immenses semèrent la destruction et endommagèrent la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Cette triple catastrophe, séisme, tsunami et accident nucléaire, entraîna la mort de 18 500 personnes, dont 90% sont décédés noyés. Les journalistes étrangers ont remarqué à cette occasion le calme des personnes sinistrées hébergées dans des abris provisoires, ainsi que l'absence d'émeutes ou de pillages. Au Japon, les victimes regroupées dans des centres d'urgence formaient un nouveau seiken, et ces règles implicites contribuaient à empêcher toute forme de désordre, même en l'absence d'interdiction formelle. Cet ordre s'explique par la pression exercée par le regard des autres. Les Japonais sont sommés de comprendre la situation, ce qui se dit en japonais Kuki yo yumu, et ça se dit tellement qu'il y a une abréviation, on dit en fait KY, avec les lettres japonaises.
Et ça veut dire qu'ils sont conduits par la présence de l'entourage à suivre les règles du groupe. Ça veut dire, en fait, mot à mot, ça veut dire lire l'air. Donc en fait, c'est lire l'atmosphère. Donc les Japonais doivent lire l'air, l'atmosphère, de telle façon qu'ils doivent savoir comment se comporter. Il y a aussi des situations différentes qui ont été observées récemment entre l'Occident et le Japon lors de la pandémie de la Covid-19. En Occident, vous ne l'avez pas raté, des confinements avec des interdictions de sortie, assortis de contraventions en cas de non-respect, ont été décidés. Au Japon, il n'y a ni interdiction, ni amende, ni confinement. Les demandes d'auto-limitation de sortie, c'est les termes, et de fermeture de magasins, volontaires émises par les autorités au moment de la proclamation de l'état d'urgence ne sont pas vraiment contraignantes et ne sont pas accompagnées d'ailleurs d'indemnités compensant la cessation d'activité ou la réduction d'activité. Cependant, lors du premier pic de l'épidémie, en avril-mai 2020, et en dépit de l'absence de ces mesures légales à l'occidental et interdictrices, le nombre des contaminations a baissé au Japon, tant et si bien que l'état d'urgence a été levé à la fin du mois de mai 2020. Enfin, ceci dit, depuis, ils ont eu 2 fois des cas d'état d'urgence, donc là, récemment, ils sont plutôt de nouveau en pic épidémique. Mais de nouveau, il y a des recommandations en fait, qui sont suivies des faits sans qu'il y ait pour cela ni des interdictions, ni des contrôles. Alors, cette plongée dans le culturalisme japonais en matière comportementale, psychologique et psychiatrique ne doit pas quand même nous faire oublier que malgré ce discours, c'est le français Pierre Janet qui a mis à jour la psychasthénie, un syndrome psychopathologique décrivant un comportement aboulique, c'est-à-dire une difficulté à agir, faite d'idées obsédantes et d'inhibition. On trouve d'ailleurs également dans ce tableau des sentiments d'incomplétude, des manies ou des phobies. C'est précisément le problème de l'inadaptation de l'individu à la vie, au premier chef à la vie sociale, qui constitue le caractère le plus significatif, le plus discriminant et central de la psychasthénie. La psychasthénie produit un ensemble de perturbations à type d'indécision de l'esprit, s'accompagnant de doutes de la personnalité et se traduisant par des difficultés et une appréhension à agir. Alors évidemment, les difficultés de la vie sociale ne sont pas une spécificité japonaise, on pouvait s'en douter. Par ailleurs, le psychiatre français Louis Guéral avait déjà proposé, en 1953, une approche psychopathologique et transnosographique d'un syndrome de claustration, c'est comme ça qu'il l'avait appelé. Il repérait ce syndrome chez des personnes souffrant de paranoïa, en réponse à un sentiment de persécution, chez des personnes souffrant de schizophrénie, comme expression du versant négatif des symptômes de cette maladie, et aussi chez des personnes plus simplement, entre guillemets, névrosées ou dépressives. Approchons-nous d'une certaine lecture de l'adolescence et de la jeunesse dans le champ psychique. Erik Erikson, un psychologue et psychanalyste né en Allemagne et décédé aux États-Unis en 1994, avait proposé 8 stades pour un bon développement psychosocial tout au long de la vie. À chaque stade, la personne est confrontée à de nouveaux défis, doit traverser de nouvelles crises. L'adolescence constitue un 5e stade, qui se caractériserait pour Erikson par un moratoire permis par la société, c'est-à-dire un délai consenti, une marge d'option accordée par le social, par la société. Les adolescents pourraient alors se livrer à diverses expériences, leur permettant de peser le pour et le contre dans le rôle qu'ils pourraient jouer plus tard, et de sortir de la confusion identitaire dans laquelle ils se trouvent. Ce moratoire est un temps des possibles, un espace de jeu identitaire, socialement accepté, dans lequel loger des tentatives, un temps d'attente collectivement toléré par les adultes, autorisé par les adultes. L'adolescence se caractérise pour Erikson par un décalage entre la maturation psychique et la maturation physique, qui nécessite un temps de rencontre entre ces deux maturités. Par ailleurs, aux États-Unis, dans les années 60, est apparue l'idée d'une apathie des étudiants par un psychiatre qui s'appelle Walters. Alors, l'apathie des étudiants se caractérise par un état d'indifférence,
une position de retrait ou de fuite vis-à-vis de la société et le fait d'avoir été bien adapté auparavant. Walters considère cette apathie comme une défense psychologique contre les échecs de tout genre rencontrés à cet âge. Si cette apathie des étudiants a été proposée à l'origine aux États-Unis pour décrire des étudiants universitaires en majorité masculins, elle a surtout été étudiée et conceptualisée au Japon. Des études japonaises ont suggéré que cette notion devait être délimitée pour la distinguer de la tendance généralement apathique trouvée dans l'adolescence au Japon, tendance qui constitue l'arrière-plan de l'apathie des étudiants en particulier. L'adolescence impose, nécessite un temps particulier. L'adolescent est pris dans un double mouvement temporel, reconnaître ce qu'il ou elle a été et affirmer ce qu'il ou elle va être, ce qui va être. Donc l'adolescence est un temps qui demande du temps, ce que nous apprend la psychanalyse. Un temps comme suspendu, flottant, un temps souvent de procrastination, au mieux un temps d'expérimentation, d'essai, de tentative, ajournant les normes et injonctions familiales et sociétales. En ce sens, le temps du retrait social est congruent avec le temps adolescent. Ils se potentialisent mutuellement. Alors, pourquoi ce temps particulier d'adolescence ? L'adolescence est une expérience à traverser, une découverte à réaliser pour chaque jeune qui s'y engage. Il s'agit de passer de l'enfant à l'adulte, ce qui oblige à complètement remanier le fantasme dans lequel l'enfant était jusque-là logé. L'adolescence est le moment de naissance d'un sujet, l'éclosion de sa subjectivité. Le fantasme, pour en proposer une définition simple, est un scénario qui organise les liens du sujet avec ses premiers autres, en général ses parents, puis avec tous les autres rencontrés, parfois choisis. Le fantasme permet de se mettre en scène, de choisir ses objets, ses partenaires, de s'identifier, de délimiter ses envies, ses désirs. L'adolescence est ce passage d'être l'objet du désir de l'autre, en général des parents, c'est-à-dire d'être l'objet dans l'enfance, on est pris dans ce que les parents attendent de l'enfant. Chacun de nous est passé par là. Donc, passage d'être objet du désir de l'autre à être sujet de son désir. Ce désir est à découvrir, à cerner, et cela prend du temps. C'est un temps de questionnement, d'incertitude, d'où souvent la procrastination adolescente. D'où des hésitations, des doutes. Il s'agit à partir de l'enfant désiré par ses parents, bon c'est au mieux parce qu'il y a quand même des enfants qui parfois ne le sont pas, désirés par leurs parents, mais bon, il s'agit à partir de l'enfant désiré par ses parents, imaginé et investi par ses parents, de devenir un sujet orienté par son propre désir et investi de ses propres choix. Dans ce temps, où tout est en suspens, où ce qui organisait les liens à autrui et sa façon d'être au monde vacille, les adolescents ne savent pas où ils en sont, alors qu'ils s'acharnent à établir une identité qui leur soit propre, alors qu'ils luttent pour se sentir réels, pour reprendre les mots de Winnicott dans un article de 1962 titré « L'adolescence », les adolescents combattent pour se sentir exister en dehors du fantasme parental. Ils sortent de ce schéma qui organisait leurs liens sans connaître le modèle pour la suite. Donc c'est d'une position d'isolement qu'ils se lancent dans ce qui peut aboutir à la socialisation. L'adolescent est donc un isolé car il est exclu de ce qui faisait monde pour lui ou pour elle quand il ou elle était enfant. Finalement, l'adolescent c'est un migrant. Il passe d'un monde à l'autre. Il est exilé de quelque part. Quel contraste présentent ces jeunes hikikomori comparativement avec d'autres adolescents suroccupés qui, avant ou après le collège ou le lycée, participent à des activités sportives et ou culturelles. Quel contraste avec ces jeunes japonais qui sont inscrits au Juku, ces écoles privées qui proposent des cours du soir. Quel contraste avec ces étudiants japonais en fin de parcours universitaire qui revêtent leur costume de recherche d'emploi. Alors, c'est une coutume donc au Japon, quand vous êtes dans votre dernière année d'études, vous avez un costume de recherche d'emploi. D'abord, on vous repère visuellement, mais en même temps, ça vous donne déjà une identité d'étudiant futur travailleur. Hein. C'est déjà
préparer en gros pour le travail, se préparer pour le travail. Ça veut dire quand même que comme si une période de recherche d'emploi ne pouvait pas exister, c'est-à-dire une recherche durant laquelle on n'est plus étudiant et pas encore travailleur, hein, pas encore employé. La rentabilité de nos sociétés capitalistes représente un espace-temps spécifique, un espace-temps de l'intensité de la productivité. La société japonaise exemplifie que la temporalité moderne ne s'embarrasse pas de temps mort. Alors, cette sinistre dénomination, c'est comme ça que ça s'appelle, temps mort, qui en dit long, cette dénomination, c'est donc un temps sans activité productive, sans identité socialement définie. Ça serait donc un temps mort. Nous sommes loin de l'otium romain, ce temps libre valorisé, c'était un temps pour les Romains pour méditer, étudier, qui renvoyait à des capacités intellectuelles, vertueuses, morales, etc. Donc, c'est plus du tout un temps de la modernité, on va dire. Ce temps adolescent est marqué tout à la fois par l'incertitude et par l'excès. Alors, l'excès pulsionnel comme l'excès de questions. L'adolescent est non seulement exclu de son monde habituel, mais il est confronté à un corps devenu étranger, modifié par le développement des caractères sexuels secondaires. Voici à ce propos la définition de l'adolescence que risque Amélie Nothomb dans un de ses romans, les aérostats. Alors je la cite. « Se réveiller le matin à l'état de blatte géante, oui, c'était exactement cela l'adolescence. Avant Kafka, personne n'avait jamais osé dire que la puberté c'était le carnage. La romancière en conclut que, je la cite de nouveau, « Si la jeunesse est un talent, il faut des années pour l'acquérir. » Winnicott, avec lucidité et pragmatisme, disait que seul le temps permet de résoudre l'adolescence. L'adolescent se doit de traverser cette épreuve, muter comme enfant, sans devenir un adulte mutant monstrueux, une blatte à la Kafka. Mais l'adolescent n'a pas toujours le talent d'Amélie Nothomb. Un jeune qui parle peu ou qui ne parle plus, comme expérimente le jeune en retrait social, faute de lien à ses pairs, n'a plus accès à son corps. Il ne repère plus si ce corps est bien ou maltraité, en bonne ou mauvaise santé. D'où ces possibles pathologies touchant au sommeil et ou à l'alimentation et ou à l'hygiène et pouvant se déclarer durant le retrait social. Le lien avec le corps passe par les mots, ne serait-ce que pour se dire malade, épuisé, fatigué, voire dépressif. La parole ouvre à ses propres affects, les nomme et les fait exister autrement que dans la passivité d'un ressenti. Parler d'affect, c'est nouer des registres différents, c'est articuler ce qui étymologiquement signifie prononcer distinctement, ce qui apparaît inarticulable. L'expérience subjective des affects que chacun d'entre nous peut éprouver peut apparaître difficilement objectivable. Songeons d'ailleurs à toute la gamme d'expressions pour se dire incompris. Parler d'affect, c'est combiner des éléments a priori hétérogènes, articuler le symbolique, les normes linguistiques, les lois grammaticales du langage et un réel qui touche au corps, le ressenti, le plaisir, la jouissance, la douleur. Ce réel non objectivable, il s'agit pourtant de le cerner par les mots. Pour ne pas être envahi par les affects, la tristesse, la crainte, la solitude, pour ne pas être réduit au silence parce qu'on éprouve, il faut pouvoir élaborer ces affects, les circonscrire et les enserrer par les mots. On peut ainsi les partager, les faire reconnaître, leur donner une histoire, une logique. Les jeunes en retrait ne sentent pas pouvoir nouer leurs paroles, leur moi et leur corps. Ils apparaissent comme analphabètes de leur propre être, de leur propre corps. C'est d'abord les mots d'un autre, la parole d'un autre, une mère, un parent, un professeur, un ami, qui est mobilisé dans ces situations de retrait social. Ce n'est que dans un second temps que le jeune pourra poser des mots sur ce qui lui arrive, tenter de définir ses affects, ses sensations. Comme cette jeune Hikikomori en témoigne joliment. Peu à peu, j'ai recommencé à éprouver de l'affection pour mon chat. J'étais, pendant le retrait, indifférente au charme de mon chat. Elle était comme affectivement anesthésiée. Faute d'en souffrir, c'est-à-dire reconnaître qu'on en souffre, se dire qu'on en souffre, le retrait social ne se constitue pas en symptôme pour le jeune Hikikomori.
On l'a vu avec le jeune japonais là, qui, au bout de 6 ans de retrait, en fait, il vous dit bah, ça va, je vais suivre mon équipe de foot, pour lui, il est comme s'il n'y avait pas d'inquiétude à être en dehors des liens sociaux qu'on attend à son âge pendant 6 ans. Donc, faute de reconnaître qu'on souffre, le retrait social ne se constitue pas en symptôme pour le jeune hikikomori. Son retrait ne devient pas une question à lui ou elle-même adressée, ne se constitue pas en énigme à élucider, en problème à résoudre. Ceci explique, c'est important, pourquoi le retrait peut durer très longtemps et aussi pourquoi l'intervention d'un tiers est essentielle. Que ça soit une lecture psy, une analyse en termes éducatifs, enfin de quelques disciplines dont ces explications se réclament, le phénomène de retrait à domicile est analysé finalement comme un phénomène non typiquement japonais, mais un symptôme de société confrontée à des difficultés d'emploi, à des pressions normatives, à l'autonomie et la capacité posées comme condition de toute insertion dans un collectif. Des psychiatres dans la littérature vont décrire des cas de retrait social en Australie, en Corée du Sud, en Espagne, en Italie, au Bangladesh, etc., etc., aux États-Unis. Le phénomène étudié s'inscrit dans une problématique plus large, celle du passage de l'enfance au monde adulte dans nos sociétés occidentalisées, avec toute une série d'éventuelles difficultés sociales, psychiques, anthropologiques liées à ce passage. Reconnaissons qu'il s'agit d'un passage délicat et pas toujours abouti. La question se déplace finalement et revient à se demander si ce phénomène de retrait à domicile est une pathologie de l'adolescence ou une conduite générationnelle. D'où des termes qui tentent d'épingler le phénomène tout en donnant nom à une génération. Alors, génération Tanguy. Le phénomène Tanguy désigne ces jeunes adultes qui tardent à se séparer du domicile familial. Cette domination vient du film Tanguy, sorti en 2001, dont le personnage éponyme est à 28 ans encore chez ses parents, diplômé de Sciences Po, de l'École normale supérieure, enseignant à l'INALCO, préparant une thèse sur l'émergence du concept de subjectivité. En Chine ancienne et maîtrisant le chinois et d'autres langues, il n'est pas sans capital académique, mais il persiste à vivre chez ses parents qu'il décrit comme intelligents, ouverts, généreux, qui m'ont laissé toute latitude pour faire ce que j'aime. On voit que tout le conflit est laissé de côté. Autre terme, les adolescents. Le terme adolescent signifie celui qui est en train de grandir. Bon, évidemment, l'adolescence, finalement, c'est une double négation, ni enfant, ni adulte. Le terme adulte signifie celui qui a fini de grandir. Donc les adolescents sont mi-adolescents, mi-adultes. Ils sollicitent l'aide de leurs parents, même s'ils sont professionnellement intégrés. Ils ont besoin d'être soutenus. Certains continuent d'habiter chez leurs parents, d'autres ont déménagé, mais en restent dépendants. La catégorie des adolescents désigne des jeunes entre la vingtaine et la trentaine qui tentent de devenir psychologiquement autonomes. Autre terme, la génération perdue. Les premiers hikikomori au Japon, nés entre 1971 et 1982, ont été qualifiés de génération de la période glaciaire de l'emploi, également connue sous l'appellation génération perdue que je viens d'utiliser. Les jeunes de cette génération étaient à l'université entre les années 1990 et le début des années 2000, lorsque la bulle financière a éclaté au Japon. Les entreprises ont cessé de recruter et il est devenu impossible d'être recruté comme employé permanent à temps plein, ce qui était une sorte de Graal au Japon. Un grand nombre de ces jeunes a donc dû se contenter de contrats précaires. Même ceux qui ont pu trouver un travail à temps complet n'ont pas pu bénéficier des mêmes opportunités de carrière du fait de coupes budgétaires massives. Lorsque cette génération a atteint la fin de la trentaine ou de la quarantaine, nombre de ses membres étaient encore des employés non permanents, mal payés. Les inquiétudes sur leur isolement social, c'est-à-dire leur possible situation de hikikomori, ont conduit le gouvernement à envisager des soutiens spécifiques pour les aider à trouver des emplois plus stables. Autant de formules qui disent les difficultés autour de ce passage enfant-adulte. Quant à l'expression même « jeune adulte », elle rend bien compte que la jeunesse n'a plus de borne supérieure clairement définie.
L'hypothèse de la conduite générationnelle envisage le retrait comme une réponse adaptative face à des obstacles, voire aux difficultés ou impossibilités, à se conformer aux normes du passage à l'âge adulte. Ces normes sont désormais tout à la fois exigeantes et instables. Les deux sont importants. Confrontation à des exigences décuplées et découplées en matière d'autonomie et d'indépendance. Il faut à la fois répondre à des exigences de performance et de réussite tout en satisfaisant à l'injonction à être soi, pour citer le sociologue Alain Ehrenberg. Je le cite, « L'individu est sommé d'être lui-même et donc de s'inventer, de se construire une identité à travers tous les possibles. » Identité qui touche aussi, évidemment, aux identités sexuées et orientations sexuelles. Marché de l'emploi peu accueillant, pour ne pas dire plus, incertitude sur l'avenir, précarisation des trajectoires, etc. Ces possibilités, cependant, de s'inventer, de se définir soi, qu'elles soient matérielles, géographiques, économiques, professionnelles, identitaires, sont tout à la fois ouvertes et fermées. Ouvertes par l'idéologie de l'individualisme contemporain, et fermée par les normes qui structurent toute société et par les bagages psychiques, familiaux, culturels, économiques, de naissance et de parcours qui sont inscrites dans la phrase fantasmatique propre à chacun. Cette conduite du retrait à domicile serait ainsi nouvelle au sens de contemporaine, liée à des évolutions sociétales. Elle est aussi accélérée ou mise en valeur par l'épisode pandémique actuel et son lot de confinements sanitaires successifs. Au final, plutôt que de s'affronter à des choix, options, normes, injonctions, ces jeunes hikikomori s'installent finalement dans un interstice entre enfance et vie adulte. Cette période n'est plus alors considérée comme un passage. Au Japon, des hikikomori vieillissent, des vies entières se vivent en retrait. Des retraités se disent désormais hikikomori au moment de l'arrêt de leur activité professionnelle. Un mot japonais, sotokomori, soto signifie extérieur, dehors, qui s'associe donc à son contraire sémantique. Soto est apparu, ce mot sotokomori, et désigne ainsi une personne qui sort de chez elle, peut voyager, mais conserve cet état d'esprit hikikomori qui se caractérise d'éviter les contacts avec autrui. Au-delà d'une pathologie adolescente, d'une conduite générationnelle, d'un symptôme contemporain, le hikikomori deviendrait un état d'esprit, l'état d'esprit d'un individu moderne, lassé, fatigué de ce que les relations sociales exigent de lui ou d'elle, un individu moderne qui se résoudrait à un investissement social minimal, réduisant ses rapports à autrui à un strict besoin de survie du corps. Je conclus sur le confinement. Les adolescents et jeunes adultes hikikomori se confinent pour éviter les liens qu'ils n'ont pas encore construits, qu'ils ne désirent pas encore suffisamment ou qu'ils ne savent pas désirer. Ils vivent figés dans ce geste barrière qui a été nommé distanciation sociale. Ce qui les différencie des confinés sanitaires, donc nous tous, épisode régulier depuis mars 2020, qui avons vécu non pas une distanciation sociale, mais une distanciation physique. C'est différent. Ces confinements n'ont ni les mêmes causes ni les mêmes conditions. Alors si on songe aux confinés sanitaires que nous avons été, on a tant bien que mal poursuivi nos relations sociales, continué à faire vivre nos liens, que ce soit pour des Skyperos, mais apparemment vous n'utilisez pas ce mot ici, non ? Non, vous n'utilisez pas Skypero ou Coronapero. Ça, c'est des mots qu'on a inventés en métropole pour dire qu'on faisait des apéros par Skype, des apéros à distance, et on se réunissait autour, face à un écran et on faisait un apéro. On appelle ça des Sky apéros ou Coronapero. Non, vous avez pas. L'alcool était interdit à l'achat pendant le confinement aussi. Ah oui. Ah bah pas nous. Non, au contraire, les Skype apéros ont eu un certain succès. Donc, les confinés sanitaires ont poursuivi leurs relations sociales, continué à faire vivre les liens, que ce soit donc pour ces apéros ou par le télétravail. Ils ne sont pas devenus hikikomori, enfin au moins la majorité d'entre eux.
Mais avec le temps, peut-être que quelque chose de hikikomoresque, ou hikikomorien, je ne sais pas, s'est produit. Car au final, le confinement pour les adolescents, pour les hikikomori, pour les confinés sanitaires, est un pharmacon, écrit avec un K, et au sens de Platon, cette médecine qui est à la fois remède et poison, qui s'introduit dans les corps et les existences avec ambivalence, tour à tour ou en même temps bénéfique et maléfique. Nous connaissons les risques engendrés par le retrait prolongé des jeunes à domicile, qui peuvent être ces risques psychopathologiques, mais aussi sociologiques et économiques, par l'isolement, la marginalisation et la précarisation que ce retrait provoque. Sont désormais évoqués de plus en plus souvent les risques liés aux confinements successifs que nous avons connus. Risques psychopathologiques, mais aussi sociologiques et économiques, que les études actuelles et à venir éclaireront certainement. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.